Ce n'est pas sur une série de 5 victoires que Benoît Saint-Denis est, mais sur une série de 5 démolitions. Agressivité, mental, progression, opportunisme, détermination, un mélange qui fait trembler toute la division. L'UFC a dû appeler l'homme qui incarne la définition même de violence pour l'affronter, le numéro 3 de la division, Dustin Poirier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, le média où nous analysons l'art de la bagarre et étudions la science de la violence. Aujourd'hui, c'est le Coach Talk et après le succès des épisodes sur les camps d'entraînement optimaux pour Baki et Cédric Doumbé, à votre demande, on réédite le concept pour Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Je suis comme toujours accompagné d'Aldric Cassata. Aldric, pour commencer, pourquoi ce combat est absolument magnifique? Ce combat est fou et dingue, hyper hypant, parce que c'est pour moi la troisième fois qu'un Français va être confronté à une star, à une légende, à un combattant de pay-per-view de l'UFC. Donc après Cyril Gane, Francis et John Jones et Manon contre Rose, on a Benoît maintenant qui rentre au big stage et qui va affronter une légende, un combattant aguerri, reconnu de l'UFC. Et c'est exceptionnel. Et merci aux auditeurs de nous avoir demandé de faire ça parce que je trouve qu'il passe un tout petit peu sous les radars ce combat et ça m'offusquait un petit peu pour être totalement honnête. Je suis d'accord, je pense que on en parle, pas mal de médias en parlent, mais pas autant que ça le mérite. Et évidemment, c'est avec la concurrence de Baki Doumbé que ça amène à avoir un peu moins de lumière que ce que ça mérite. Alors, avant de se lancer, le pré-roll de notre sponsor, et puis on est parti. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de ce type sur Doumbé et Baki, allez les voir, mais prenez votre temps. Regardez d'abord celle-ci, appréciez celle-ci, et puis on sera parti. Mais besoin de mettre du contexte. Donc le contexte de cette vidéo, comme les deux précédentes qu'on a faites pour le coach show, c'est d'imaginer qu'on est le coach principal de Benoît Saint-Denis. Et l'exercice est de définir le camp d'entraînement optimal en vue de maximiser les chances de victoire pour Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Aldric, on va commencer par la base, comme d'habitude. Quelle est la ou les conditions de défaite pour le Français? J'ai fait pas mal de visualisations pour préparer notre discussion à tous les deux. Et en fait, si tu regardes les premiers combats de Dustin, tu te fais une première idée, tu prends des notes. Je te donne un exemple. Tu te dis, il gère pas bien les kicks et ça peut être un axe de travail. Je mets un bémol et je mets au conditionnel parce qu'en fait, si tu regardes la deuxième partie de sa carrière, son run en lightweight et surtout ses derniers combats, tu te rends compte qu'en fait, c'est un bémol parce qu'il capitalise aussi pas mal sur les kicks. Notamment les calfs. On sait qu'il travaille avec Thiago Alves, un ancien prétendant à la ceinture des Walter à l'époque de GSP et de Carlos Condit. Donc, il y a cette arme-là, mais qui maintenant est à double tranchant. Et il y a la guillotine quand même, parce qu'il sait vraiment la faire et on a vu dans quelle limite il a poussé Khabib et dans quel retranchement il a poussé Khabib pour sortir de cette guillotine. Et il y a quelque chose qu'il a peu fait et qui nous a réservé pour le dernier combat de Conor. Il y a un mix. Je trouve qu'il mixait pas mal la lutte et la boxe dans son run à 66, qu'il l'a beaucoup moins fait à 70, mais qu'il l'a ressorti dernièrement pour le combat contre Conor. Donc pour synthétiser mon petit monologue, il y a une boxe anglaise de très très haut niveau. Il y a des calf kicks, surtout en gaucher contre gaucher, qui sont exceptionnellement bien utilisés. Il y a un mix intéressant où maintenant il a appris à capitaliser sur sa boxe pour mixer sa lutte. Et il y a une guillotine qui est très bien exécutée. Est-ce qu'on peut ajouter à ça? C'est un élément que je voudrais aborder plus tard dans le podcast, mais le combat est prévu sur 5 rounds, ce qui est important. Et je pense qu'on doit aussi évidemment notifier sa durabilité, sa résistance et sa capacité à être performant
dans la fatigue, dans un combat intensif. On pense évidemment à son combat contre Dan Hooker, qui était une guerre absolue, et dans laquelle il a vraiment brillé, même dans le 4e et le 5e round. On pense évidemment au moment où il a pris la ceinture intérim de l'UFC contre Max Holloway. C'était aussi une guerre dans laquelle il a été très performant sur les 5 rounds. Et alors, pour le petit clin d'œil, quand il a battu Max Holloway pour prendre la ceinture intérim, c'était dans le même trimestre que les débuts professionnels de Benoît Saint-Denis en MMA, pour un peu voir la disparité qu'il y a entre les expériences de part et d'autre. Alors, ici, on a un peu élaboré en gros les risques de Benoît Saint-Denis quand il va rentrer dans la cage contre Dustin Poirier. Quels sont les chemins de victoire, quels sont les scénarios de victoire qui, selon ton imagination et ta visualisation, sont à même d'être pris par Benoît Saint-Denis? On sait que quand même, Dustin, c'est un combattant reconnu et je vais pas dire qu'il y a du respect, mais il y a une façon de rentrer dans le combat step by step de la part de ses adversaires. Si tu regardes ces combats, même celui d'Holloway, ça monte crescendo, il n'y a pas un rythme de barjo dès le départ, il ne se fait pas rentrer dedans. Moi, je suis convaincu. Alors, je ne parlerai absolument pas des insides du camp de Daniel, même si il y a Elias Giroun et Baris Adigüzel qui font partie du camp en tant que gaucher. Ils sont partis en Bulgarie pour aider Benoît. Cela étant, et aucun renseignement de la part de Daniel. Moi, Daniel, il a tout mon respect. Je l'ai dit en commentaire et je le redis au micro, c'est le boss pour moi du game de par son expérience. Mais je pense surtout qu'il faut qu'il fasse la même chose. Il ne faut pas se dire oui, c'est synchrone, oui, c'est une légende en face, oui, il y a un très gros niveau d'anglaise et lui témoigner du respect. Quand je parle de respect dans la cage, hein, parce qu'en dehors, bien sûr qu'il faut respecter ce mec-là qui lui donne sa chance, qui est ultra clean, qui parle bien, qui fait pas de trash talk et qui a toujours relevé des défis dans sa carrière à l'UFC. Mais par contre, dans la cage, il ne faut pas le respecter. Il faut, je pense, faire du Benoît Saint-Denis. Et peut-être que ça peut le déstabiliser parce que, en toute objectivité, tu as visualisé les combats comme moi, j'ai jamais vu quelqu'un lui rentrer dedans dès le début avec beaucoup de violence et avec des kicks et des choses comme ça. Tu vois, ça peut peut-être, ça peut gêner les combattants parce que il y a dans le MMA une sorte de traditionnalité où ça monte un peu crescendo. Et je pense que faire du Benoît, ça peut effectivement partir. Tu vois, quand tu vois le combat contre Frévola, je vais faire un comparatif, mais surtout, je veux pas que les gens le prennent mal, parce que je parle quand même du champion de la catégorie 84 kilos. Mais c'est un peu comme Drixus Duplessis, tu vois, le style de Benoît, c'est ça part dans tous les sens. Et des combattants, regarde, cite-moi un combat où tu vois Derek Bronson faire du sol. Et en fait, contre Drixus, ça part tellement dans tous les sens que Derek Bronson s'improvise grappleur, que tu as des mecs. Et je pense que c'est ça leur force à ces combattants-là, c'est qu'en fait, ça part partout. Il y a une durabilité dans l'effort et dans la multiplication des séquences et des momentum qui fait que des combattants qui sont plus step by step et qui ont l'habitude d'envoyer 6, 5, 6 coups la minute. Enfin, en fait, c'est pas 5, 6 coups, en fait, puisque c'est 5, 6 coups touchés avec une précision de 50, 60%, donc c'est à peu près le double. Donc, c'est des combattants qui, sortis de ça, il y a des takedowns. Tu regardes Frévola et tu te dis, waouh, tu comprends pourquoi le combat il se finit vite, parce que ça part dans tous les sens, ça boxe, ça lutte, ça va par terre, ça renverse, ça remonte, ça scramble. Et je pense vraiment qu'il faut garder ça à l'image de ce qu'a fait Drixus Duplessis sur Synchrone contre Sean Strickland. Beaucoup de choses intéressantes que tu dis ici. Alors, sur quoi est-ce que j'ai envie de rebondir en premier? La première chose, c'est, tu en as un tout petit peu parlé, ça part dans tous les sens avec Matt Frevola. Moi, il y a un élément qui m'intéresse particulièrement, parce que ça va vraiment donner la direction, selon moi, du training camp, c'est la suivante: la lutte. Un élément que j'ai remarqué, moi, quand j'observe les combats de Dustin Poirier, c'est qu'il a une bonne lutte, offensive et défensive, il a un bon sol, il a une vraie compétence pour se relever à la cage, mais il fatigue énormément. Dès qu'il se relève d'un échange en grappling qui a un peu duré, hein, donc évidemment s'il se fait mettre les fesses au sol et qu'il se relève directement, on ne le remarque pas, mais dans les séquences contre Khabib où il se fait mettre au sol et il se relève, dans les séquences contre Charles Oliveira où il se fait mettre au sol et il se relève,
plus récemment contre Michael Chandler, on sent une fatigue et il a besoin de temps pour récupérer un vrai niveau debout, une vraie force debout, une vraie vitesse debout. Et donc, je pense que ça peut être intéressant d'intégrer ça complètement au game plan. Si la façon, enfin, si l'expression que tu utilises, il faut que ça parte dans tous les sens, ça inclut aussi, il faut que ce soit un peu debout, un peu au sol, un peu la transition des deux, shooter, même si ça réussit pas, juste pour varier, pour pouvoir cacher la boxe dans la lutte, pour pouvoir cacher la lutte dans la boxe. Je te rejoins amplement, mais comme tu l'as dit, quand c'est trop chaotique aussi, il faut faire très gaffe aux forces de Dustin Poirier. Et pour moi, Dustin, il a deux forces qui me font avoir mes craintes, évidemment, parce que on va pas, voilà, c'est un combat qui est relativement équilibré sur papier. On peut voir des chemins vers la victoire pour Dustin, on peut voir des chemins vers la victoire pour Benoît Saint-Denis. Si Benoît précipite une amenée au sol, je peux craindre la guillotine. Et si Benoît précipite une amenée au sol sans setup debout, je peux aussi le faire voir se faire connecter. C'était pas très français ce que j'ai dit, mais on a vu un Benoît Saint-Denis se faire connecter par Stolz sur un coup de genou. Nicolas Stolz, qui maintenant n'est plus à l'UFC, et aussi par Thiago Moïse sur un crochet et un genou dans le combat. Quand il essaye de casser la distance et qu'il vient d'un peu trop loin sans avoir préparé son amenée au sol, ce qui donne un temps de réflexion, de réaction à l'adversaire. Et je pense que Dustin Poirier, typiquement, c'est le genre de moment où il pourrait envoyer un gros crochet ou un gros uppercut qui pourrait changer la donne du combat. Donc, il y a ce côté, trouver le juste milieu entre créer du chaos, mais garder assez de contrôle pour que tout soit fait avec une certaine finesse. Je te rejoins totalement. Après, si ça part vraiment dans tous les sens, tu sais que petit à petit, même si Dustin a montré de la durabilité dans ses combats, tu sais que si tu pars dans tous les sens et que tu arrives à user le haut du corps et user le niveau de fatigue de Dustin, il peut y avoir une baisse de l'efficacité debout. C'est pas valable pour le sol parce que c'est des mecs qui sont tellement entraînés que tu peux quand même te prendre une guillotine fin du troisième ou même milieu du quatrième. Mais de toute façon, soyons clairs. Je faisais un parallèle avec Dricus. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que des gros physiques, beaucoup de rythme et surtout ne pas être meilleur dans un niveau de fatigue très élevé. C'est ça vraiment le dogme de ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est ça. C'est se dire, ok, on monte tous les deux à pulsation max et je serai le meilleur dans la prise de décision et dans les choix à faire à ce niveau de pulsation. Et ça peut être, à mon avis, un game plan intéressant. Ça peut faire des mauvais choix à Dustin, mais il y a des risques. C'est pas pour rien qu'on fait des pourcentages pour ce genre de combat et d'affrontement. Tu as raison, il y a le risque de prendre une guillotine, il y a le risque de se faire connecter très fort. J'ai envie de te dire, comme quand tu vois dans quel état est sorti DDP de son combat contre Strickland, voilà, ils sont là les risques. Hein. C'est que c'est une guerre et à mon avis, ce sera pas. Je serais vraiment très surpris si c'était une lutte qui durait 4 minutes comme c'est le cas pour Frévola. Quand tu rentres dans ce genre de combat comme celui contre Dustin Poirier, quoi qu'il arrive, peu importe ta stratégie, il y a des risques. Si tu veux un combat mesuré contre Dustin Poirier, il peut te rouler dessus. Si tu vas à la guerre contre Dustin Poirier, il peut te contrer et c'est fini. Donc, dans tous les cas, il y a des risques. La stratégie ici, c'est de trouver le chemin qui en fait représente le moins de risques en étant conscient que ces risques existent. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est faire du Benoît pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est son naturel. Donc forcément, quand tu combats dans ton cadre naturel, c'est là où tu es le meilleur, tout simplement. Alors attention à pas faire un excès de confiance, parce que l'excès de confiance pourrait amener à laisser des ouvertures aussi. Et dans un combat contre Dustin Poirier, une demi-ouverture, ça suffit à finir le combat. Donc il faudra vraiment trouver ce juste milieu entre avoir suffisamment confiance que pour faire la guerre contre Dustin Poirier, mais sans pour autant être laxiste et avoir amené à des manquement d'attention, on va dire. Et alors, le deuxième élément que j'aime bien, c'est, tu as dit, pas dans ton précédent monologue, mais dans l'avant-dernier, commencer très fort. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Il y en a même peut-être aucun qui l'a réellement fait contre Dustin Poirier. Alors oui, tous les combats de Dustin Poirier, ça a une haute intensité, mais l'intensité, elle est montée progressivement dans le combat. Le seul qui l'a peut-être fait, c'est Michael Chandler. Et on l'a vu, le premier round de Michael Chandler, certes, Dustin Poirier revient dans la dernière minute,
Mais sur les 4 premières minutes, on a vraiment un Michael Chandler qui creuse l'écart et qui est très menaçant sur le finish. Et donc, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis ici, c'est faire du Benoît, ça va créer de la fatigue des deux côtés. Et après, il s'agira d'être celui qui prend les meilleures décisions dans la Exactement. fatigue. Parce que les deux le seront. Il n'y a pas un déficit d'énergie qui va se créer entre les deux. Et donc, c'est très, très bien comme transition maintenant. Parce que maintenant qu'on a vraiment élaboré la partie plutôt game plan, on va pouvoir rentrer dans comment on se prépare par rapport à cette vision de combat. Et donc là, il y a une vraie complexité. Parce que Benoît, ce sera son premier combat en 5 rounds. Alors on le sait, hein, il est capable de finir, il a finalisé tous les adversaires contre lesquels il a gagné. Donc il y a une possibilité, et en commençant comme du Benoît, tu peux chercher le finish très rapidement contre Dustin. Et si ça va dans 3, 4, 5, vous serez tous les deux fatigués. Donc c'est comment tu travailles pendant le training camp pour être sûr que dans la fatigue, tu fais les bons choix. Surtout quand tu fais face à quelqu'un qui a l'habitude. Il a déjà fait beaucoup de combats en 5 rounds de Steve Poirier, et il a déjà fait beaucoup de guerres en 5 rounds. Donc on sait qu'il fait des bons choix dans la fatigue, surtout debout. Je dirais surtout debout, parce qu'au sol, il fait des erreurs une fois qu'il est fatigué. Donc maintenant, passons vraiment au camp d'entraînement. Comment est-ce que tu te prépares à une guerre? Je pense euh, il faut beaucoup bosser la lutte et les transitions déjà, c'est important. Parce que des fois, on essaye de synthétiser ce sport en disant voilà, c'est de la boxe avec de la lutte et du sol, mais en fait, pas du tout. On n'est pas du tout aux mêmes distances. On a les techniques qui sont communes à ces sports, techniques de lutte, même de sol, et techniques de boxe, sauf que la distance n'est pas la même. Et effectivement, si on analyse point par point, euh, il y a beaucoup de podcasts américains qui disent Dustin Poirier, il a un niveau de boxe professionnel en boxe anglaise. Ok, c'est une donnée, t'en prends note. Dustin, comme tu l'as très bien dit, gère pas trop mal la lutte. Euh, et Dustin est une black belt de jiu-jitsu brésilien depuis, je crois, 4, Longtemps. peut-être 5 ans. En tout cas, il doit être à peu près troisième degré. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a un mec solide en face, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas tomber, ça ne veut pas dire que au sol, tu ne peux pas le martyriser. Euh, Tout va se jouer dans la distance, dans la prise de décision. C'est-à-dire que tu dois lui mettre la pression, le forcer à déclencher, euh, rentrer dans un brawl un peu rondement mené, c'est-à-dire un brawl intelligent. Il Mhm. faut le forcer à déclencher pour le mettre sur le reculoir et plonger à ce moment-là, si possible du côté opposé auquel il fait la guillotine. Donc je crois qu'il fait la guillotine bras gauche de Steen, si je ne dis pas d'annerie. Donc il faut Mhm. essayer de plonger peut-être à la droite de Justin et à la gauche de Benoît pour essayer de minimiser parce que même s'il est très très fort et que c'est une grande star de l'UFC, il ne fait pas la guillotine des deux mains, c'est pas vrai. Euh, et je pense que le combat, il va se gagner au sol. Moi. Je crois vraiment qu'il faut faire attention et que les kicks, les crosses et tout, ça doit être pour forcer Dustin à déclencher et qu'il ne faut pas rester très très longtemps avec lui debout parce qu'il peut connecter et on sait qu'il a une boxe qui est létale et qu'en plus il a un très très bon sens du timing et de la précision. Donc le chemin de la victoire, il est sur du brawl et du takedown d'après moi. Mhm. Moi, je suis assez d'accord. Je vois clairement une possibilité pour Benoît de s'imposer debout, mais ça me paraît déjà beaucoup plus un pile ou face. Pour moi, debout, ça ressemble beaucoup plus à un 50-50, tout simplement. Dustin Poirier est vraiment dangereux debout. Il a une très bonne boxe, comme tu l'as souligné. Il a un système défensif qui est compliqué à contourner. Euh, Par contre, effectivement, quand on regarde ses défaites, c'est principalement ses récentes défaites ou ses récents combats compliqués. C'est surtout quand il y a une incertitude qui est créée entre le pied-point et la lutte. Évidemment, je vais reprendre Khabib et Oliveira. L'exception, c'est Justin Gaethje, mais j'ai pas trop envie de considérer le combat de Justin Gaethje ici parce que c'est tout le crédit revient à Justin Gaethje, très très bien travaillé. On voit qu'il voulait travailler ce high kick depuis le début du combat, donc tout le crédit lui revient. Mais ça reste un coup d'éclat
si ce coup d'éclat ne passe pas, que se passe-t-il sur la suite du combat, en sachant que le premier round, c'était très équilibré. Il y a 2 juges qui le donnent à Dustin et un juge qui le donne à Justin, ou l'inverse. En tout cas, c'était parti pour une split. Et donc, j'ai moins envie d'analyser celui-là. Je suis plus parti sur une analyse de ce qu'a fait Michael Chandler. Même s'il y a une défaite, il y a beaucoup d'éléments très intéressants dans ce combat. Et forcément, Khabib et Charles Oliveira. Pourquoi j'aime bien ces 3 combats? Parce que je pense que Benoît Saint-Denis est capable de réciproquer un peu l'approche de combat, dans le sens où il sera capable de rester dans la guerre avec Dustin Poirier debout, mais il sera aussi capable de mélanger, varier le jeu en intégrant la lutte et en réussissant avec l'intégration de la lutte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui ont essayé d'amener Dustin au sol pour le contrôler, pour un peu diminuer l'intensité. Ça n'a pas fonctionné pour eux et ça s'est retourné contre eux. Je pense que voilà, Dustin Poirier, que tu ne dois pas avoir 100% de réussite dans tes amenés au sol. Tu ne dois pas non plus être un peu comme Merab Dvalishvili qui va en tenter 49 sur 5 rounds et qui va en réussir que 11, même si ça a très bien fonctionné pour Merab. Je pense que tu dois être en juste milieu. Tu dois en tenter beaucoup, mais il faut avoir un succès de 45-50% pour vraiment, vraiment ennuyer Dustin Poirier. Alors, Ouais, je ici, suis d'accord avec toi. ouais, vas-y. Je suis d'accord avec toi et j'aime bien ce que tu dis, Benoît. C'est pas Justin Gage, c'est pas Merab, c'est pas Oliveira. Il a ses armes à lui. C'est pas le meilleur lutteur de la division, mais il shoot avec du timing. C'est pas le meilleur boxeur de la division, mais il est très puissant et je pense qu'il est plus puissant en kick qu'en anglaise pour donner Oui. mon avis de façon totalement honnête. Et je pense que ce sont des armes qu'il doit utiliser pour user et que la diff, elle doit se faire sur le timing. Parce que ça, par contre, pour l'instant, il ne nous a pas montré le chain wrestling le plus pointu et le plus complet de la division. Ok, c'est une donnée. Par contre, moi, je trouve ces takedowns soignés au niveau du timing et toujours dans le bon tempo, tu vois. Donc ça, c'est une très grosse arme, surtout contre un mec qui boxe, tu vois. Donc, il y a matière, il y a un monde où tu peux faire un petit peu du Chandler, même si pareil, tu vois, Chandler, il a une durabilité qui n'est pas énorme, mais il met énormément de puissance et d'intensité. Et je pense qu'aujourd'hui, cette puissance, cette intensité, personne ne l'a quasiment dans la KT. Je pense qu'elle lui est vraiment propre, tu vois. Mais il peut faire du Chandler plus durable, peut-être moins explosif dès le début, mais plus durable. Et il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que, tu vois, Chandler, techniquement, c'est pas mauvais, c'est pas incroyable en lutte. Tu vois, on peut pas comparer la lutte de Chandler à celle de Khabib. Ceci étant dit, Chandler a eu du succès dans la lutte parce qu'il arrache. Tu vois, il fait des arrachés de terre avec Dustin Poirier. Et je pense que on l'a vu, Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises à la cage, il va aussi aller arracher des takedowns. Et donc je pense que même s'il n'y a pas le chaînage parfait, ça peut vraiment fonctionner contre Dustin Poirier. Pour peu que tu lui aies mis la pression précédemment, pour peu que tu lui aies fait craindre ton pied-point précédemment, ça te permet de shooter dans les jambes et à partir de là de pouvoir l'amener au sol et le fatiguer au sol. Et donc je pense qu'il y a vraiment une route vers la victoire dans un chaos contrôlé, si je peux Ouais, dire je suis ça d'accord. comme ça. Alors ici, pour le training camp de Cédric Doumbé, tu avais parlé je ne sais plus le terme, mais c'est vraiment faire tourner des adversaires qui sont frais contre Mise toi en et toi échec. continuer à fatiguer. Voilà, mise en échec, c'est ça, exactement. Est-ce que pour se préparer à une guerre contre Dustin Poirier, il faudrait partir sur le même principe, de faire de la mise en échec, Alors, mais non seulement tu tournes contre des gars frais, mais tu tournes aussi contre des gars avec un domaine de prédilection variable. Donc tu vas tourner en pied-point contre des strikers, puis 2 minutes après, tu vas te faire un petit 1 minute 30 de lutte contre un lutteur, puis tu vas aller au sol contre un grappleur. Est-ce que c'est ça la clé de la préparation pour ce type de combat? toujours pareil, sans trahir de secret, déjà, dans le casting que je t'ai cité tout à l'heure, il y a un truc qui me plaît énormément, c'est qu'il y a énormément de gauchers. Et c'est pas parce qu'ils s'entraînent chez moi, mais je vais parler plus particulièrement d'Ilias Giroun. Je trouve ce choix exceptionnellement judicieux. Et je vais y venir pour compléter ce que tu as dit. Ilias Giroun, je crois que je veux pas dire de conneries et je vais pas regarder sur mon portable parce que notre connexion pourrait en pâtir. Mais il y a 7 ou 8 victoires sur guillotine. Il est gaucher.
il calf kick extrêmement bien. Donc déjà au niveau du casting, on est bon. Et pour compléter ce que tu dis, je pense que c'est vraiment ça, tu vois. Il faut confronter Benoît aux armes de Dustin. Il faut qu'il ait un programme de préparation physique, que ce soit en termes d'endurance musculaire ou de récupération, pareil, très très poussé. Il faut qu'il soit vraiment capable. Alors, tu n'es jamais capable de faire 5 rounds à fond, c'est pas vrai. Un être humain n'est pas capable de faire 5 rounds à bloc. Mais je pense qu'il ne faut pas penser au À part maximum. Merab. À part Merab. Mais Merab, il reste quand même dans une zone de confort qui est la sienne. Il fait ce qu'il sait faire pendant Ouais. 5 rounds. Là, tu sais que tu peux pas faire. Tu peux pas lutter Dustin pendant 5 rounds quand tu as le background de Benoît. Par contre, tu peux te dire, je lui impose une guerre maximum sur 3 rounds et je lâcherai pas. Et ça, c'est possible. Ça, il a les armes pour le faire. Et voilà. Et donc, il faut beaucoup de gaz. Il faut de l'endurance musculaire, il faut du cardio, il faut de la capacité de récupérer sur les temps morts, notamment sur les phases de sol où tu as quelques instants pour récupérer. Et il faut essayer de ne pas se faire user par les armes de Dustin. Donc je parlais de guillotine, de calf kick, parce que je l'ai trouvé très 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 dangereux sur les calfs, notamment sur le combat de Conor. Ouais. Et on sait que dans son coin, il a. Alors, c'est pas l'inventeur, parce que les calf kicks, ils existaient à l'époque de la savate boxe française. Donc, il faut raison garder, personne ne les a inventés. Mais quand même, on peut dire que Thiago Alves les a remis au goût du jour. Euh, c'est, c'est, c'est donner du crédit à cet entraîneur qui a été un combattant grandiose dans la catégorie Walter. Et c'est un peu lui, je trouve, qui a mis ses protocoles à Ititi là-dessus. Et je trouve que il est le précurseur de ça et il est comment dire, je pense que si il gagne Dustin contre Conor de cette façon, Thiago. à Thiago. Tu vois, donc Mhm. il y a ses armes, on sait qu'il les fait extrêmement bien. Donc il va falloir durer dans le temps, mettre la pression et pas se faire user par ces armes-là. Je pense que c'est vraiment Mm. le clé, l'instant clé, le mot clé de ce combat, c'est ça. Donc pour terminer ta question, oui, il faut faire de la mise en échec, mais à mon avis, un petit peu moins que Cédric, il faut plus l'emmener sur les. Il faut qu'il y ait une grosse prépa physique pour qu'il ait de la caisse aussi. Et il faut effectivement mixer la lutte et le sol de façon à ce qu'il puisse avoir l'habitude et que ses muscles répondent favorablement à ça. Ouais, parce que c'est là où il pourrait y avoir temporairement la plus grande différence de niveau entre Benoît et Poirier à l'avantage du français, c'est dans les post-transitions, je vais appeler ça comme ça. Donc, tu es en striking pendant un petit temps, ça passe en lutte. Au moment où tu passes en lutte, si tu as vraiment conditionné ton corps à être efficace à ce moment-là, il y a une différence qui va pouvoir se faire. Au même titre que si tu viens de passer 1 minute 30 en échange intensif de grappling contre Dustin Poirier, quand vous vous relevez, si Benoît est capable d'accélérer à ce moment-là, je pense que c'est un moment crucial du combat sur lequel il peut capitaliser à son avantage et de manière assez marquée. Alors ici, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a vraiment commencé par la partie macro, je vais dire. Avec Brian, on parle tout le temps d'avoir le game plan d'approche et le game plan technique. On connaît Daniel Warin, il est excellentissime pour le game plan technique. Donc ici, on a déjà parlé de l'approche générale du combat. Maintenant, à moins que, parce que je t'ai entendu faire un petit claquement de langue, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la partie macro, sur la partie approche, ou est-ce que ça te va si on passe Non, sur non, la partie plus technique? Ok, donc non, plus non, non, c'est technique. bien. Alors, tu as le côté défensif et offensif tout le temps. Donc tu l'as notifié. Poirier, il a une très bonne guillotine, donc ça on a déjà parlé, il faut savoir travailler là-dessus, savoir où mettre sa tête quand tu shootes dans les jambes de Poirier. Éventuellement, te dire, ok, s'il attrape ma tête, ben, il faut que je puisse arracher et mettre ses jambes à l'opposé de là où est ma tête. Il y a les low kicks, il faut évidemment se préparer au calf kick. Alors moi j'ai rajouté aussi 2 éléments qui me semblent très importants quand tu te prépares contre Dustin Poirier. C'est avoir des réponses et plusieurs types de réponses à ses shifts. Il travaille très très fort en shift debout. Il va envoyer son bras arrière, passer en droitier, renvoyer son bras arrière. Et là évidemment le combat référence que je vais prendre c'est Joseph Duffy en striking et Oliveira en grappling parce que Ouais. Oliveira elle est à la confrontation pour chercher le clinch et du coup il faut peut-être travailler aussi le jeu en clinch parce qu'il y aura potentiellement pas mal de séquences là-dedans. Alors le deuxième point, c'est avoir des contournements à son système de défense debout,
notamment les body shots, parce qu'il utilise un genre de cross-guard, Philly shell adapté au MMA qui avait vraiment perturbé Max Holloway, on le sait. Et donc forcément, quand tu rentres dans un combat contre Dustin Poirier, tu sais qu'à certains moments, il va utiliser cette défense. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir évidemment des contournements pour pouvoir toucher des cibles intéressantes. Est-ce que tu es d'accord avec ça, premièrement? Et Validation deuxièmement, totale. Ouais. quelles sont les options pour travailler ça techniquement? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Comment dire ça simplement? Je pense qu'il faut pas, il faut vraiment essayer de. Daniel, il va avoir sûrement des choses typiques du Muay Thai pour essayer de, de- de gêner. Moi, je pense qu'ils vont s'attaquer aux appuis de Justin, malgré le fait qu'il y a un risque offensif. Je pense que défensivement, il a pas montré de progrès significatif. Donc ça, c'est un. Comment tu réponds à une agression et à un niveau de boxe anglaise élevé en sapant les appuis. Et ça, je pense que Daniel sait bien faire et ils vont préparer un game plan là-dessus. Je m'attends à voir kicker Benoît et je Bien pense sûr. ils vont apporter une réponse au calf kick. Il y a un monde où tu peux gérer les calfs. Je donne l'exemple de mon premier prof de Muay Thai qui disait il faut que le gros orteil suive le genou et l'extérieur de la hanche Mhm. de ton adversaire, surtout en garde identique, gaucher contre gaucher, de façon à ce que si ça calfe, il y a un impact direct sur l'os et pas sur le mollet. Et il me disait, il y en aura 2 des calf kicks, mais pas 3 avec ce type de défense. Et c'est une vérité. Mhm. Donc, je pense que le plus gros danger, il est là. Sur la boxe anglaise, je pense que même s'il fait le meilleur camp de sa vie en Bulgarie, euh, ça n'enlèvera pas que Dustin va le toucher. Donc il faut. J'aime bien ce qu'il dit, Benoît. Il dit moi, je regarde les yeux grands ouverts. Au moins, mon cerveau n'est pas surpris. Il a dit ça dans une interview. Alors c'est pas ces termes-là, mais à culpa pour les mots utilisés. Mais en gros, il explique que voilà, si tu regardes et que tu t'attends à un coup, que tu le vois arriver dans ton visage, ben, ton cerveau n'est pas surpris et tu ne tombes pas. C'est une demi-vérité, mais j'aime bien la façon de l'exprimer. Et je pense que vraiment la clé, elle est là. Il faut Mhm. savoir que tu vas prendre des coups, serrer le protège-dents, baisser le Ouais. menton, gérer le travail de sap de Dustin. Et je pense que sur le timing, sur le dos, Benoît, il peut lui faire des dégâts. Je le vois vraiment comme ça, ce combat. Je Ouais. pense que malgré le fait qu'il n'est pas mauvais hein, sur le dos de Steve Poirier, il travaille, c'est une ceinture noire. Je pense que garde fermée ou demi-garde, Benoît va être au-dessus, va pouvoir générer énormément de dégâts et le fatiguer. C'est Ouais. vraiment la partie qui me paraît la plus intéressante. Ouais, parce que Benoît, il a clairement un jeu aussi agressif au sol que debout. C'est quelqu'un qui travaille en pression au sol. Il a une énorme dissociation entre ce qu'il fait avec le haut du corps et le bas du corps, hein, ce qui est vraiment la nouvelle ère du sol en MMA. Et je pense que rien qu'avec ça, il a un gros avantage quand il sera en. Enfin, s'il arrive à obtenir le top control contre Dustin Poirier. Alors, encore une fois, hein, je sais que dans les commentaires, les gens vont nous jeter des trucs en disant ouais, mais Dustin, il a un sol énorme. Oui, il a un sol énorme, mais je pense vraiment que Benoît a une grosse Alors, carte à jouer à dedans. propos du sol, Chris, je veux dire un mot sur le sol parce Ouais. que vraiment, euh, j'en avais jamais trop parlé sur les podcasts, mais là tu vois, j'ai pris mes petites notes et Mm. souvent j'encense Mansour Barnaoui parce que le suicide sweep, tu sais, ces sweeps qu'il a fait à beaucoup de lutteurs, dont Islam Makhachev, dont Ouais, le giggler. Mateusz Enfin, moi, j'aime Gamrot, bien ouais, l'appeler le giggler parce que ouais, c'est voilà, c'est ça. ça. Et toi, Et c'est John Wayne. Tu l'appelles le John Wayne, ouais, hein. Je en pense qu'on fait, en avait parlé une ça fois. dépend du côté. Ça dépend de la main en fait qui vient rafuter et qui vient se grimer côté opposé. Il y a Suicide Sweep d'un côté, il peut s'appeler également John Wayne. Bref, vous le retrouverez sous toutes ces dominations sur YouTube si vous voulez comprendre ce que c'est. Et souvent, on encense Mansour là-dessus en disant il a créé son jeu là-dessus. Et je me suis rendu compte en regardant différents combats de Benoît que Benoît sur de la garde ouverte, de la garde fermée, il a inventé, entre guillemets, hein, parce que c'est pas inventé, ça existait déjà, mais il a un truc qui est hyper tricky et très fort. Il te laisse penser que tu peux faire évoluer la position et passer la garde. Et au moment où tu enclenches une demi, il se sert du crochet pour te renverser. Et Mm. c'est quelque chose que j'avais pas isolé. Mais en fait, c'est super fort. Et il le fait à quasiment tous les combats où il se retrouve sur le dos. Donc, je voulais mettre. Il a un sol de dingue. Il le fait très très bien. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut
laisser place au scramble sur ce combat. C'est-à-dire que même si le takedown ne marche pas, qu'il se fait contrer, que ça roule un peu dans tous les sens, comme ça a été le cas contre Frévola, je pense vraiment qu'à ce jeu-là, comme il a un jiu-jitsu qui lui est hyper personnel, il a des techniques qu'il a affûtées lui-même, ça peut vraiment gêner Dustin, qui je pense a un jiu-jitsu plus académique, tu vois. Euh, Ouais. c'est une black belt, rien à dire, mais c'est un jiu-jitsu qui est académique et je pense que les techniques de Benoît qui lui sont propres et qu'il a peaufiné lui-même avec son entraîneur de jiu-jitsu depuis des années, Christophe Savoca, qui a été à Nice à une époque. Alors, il ne fait pas partie de ma clique à moi direct, mais il a bossé beaucoup avec Jean-Robert Monnier, qui est l'entraîneur de lutte et de sol de Manon, avec Redouane Atsaïd qui fait partie de ma team et qui est une black belt du boxing squad. Et donc, très très haut niveau, Christophe Savoca. Et moi, j'aime bien ce sol et vraiment, je le classe maintenant dans la catégorie des Mansour Barnaoui au sol. Il a ses propres techniques qui, je pense, peuvent surprendre lutteurs comme Jujutsuka de haut niveau parce qu'il les fait dans le timing et en plus, il y a des pièges. Et j'aime énormément ça et je voulais revenir dessus parce que c'est fort. Ouais, ouais. En plus de ça, moi, il y a un élément qui m'intéresse particulièrement dans ce type de jeu, qui est plutôt rare en MMA, c'est que ça exprime de la confiance en soi. Parce qu'en fait, quand tu crées ce genre de piège au sol, par exemple, tu laisses croire, tu laisses supposer à ton adversaire qu'il va pouvoir passer ta garde. Si tu te loupes, il passe ta garde. Et donc, ça veut dire que tu as conscience que en faisant ça, tu prends le risque de laisser une porte ouverte vers un passage de garde, ce qui signifie que tu sais que même s'il passe ta garde, tu as des solutions par rapport à ça. Ça montre une confiance en soi dans toutes Ouais. les positions. Et au final, pour le moment, j'ai pas pour souvenir de voir un Benoît laisser une porte ouverte qui a été réellement prise par l'adversaire. En général, quand l'adversaire essaye de prendre cette porte ouverte, ben, il tombe dans le piège et avec le super bon timing et ces techniques un peu néophytes en MMA, ben, ça fonctionne très bien pour Benoît Saint-Denis qui a réussi à se relever contre Frévola et contre Bonfim avec ces techniques-là. C'est ça. Mais Frévola et Bonfim au sol, tu c'est sais, pas rien, hein. C'est tu pas sais rien, c'est pas du petit niveau. j'écoute les podcasts, j'écoute les gens parler de ce combat, même si on le disait tout à l'heure, il est un peu sous-vendu pour l'instant ce fight. Et en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte en fait. Benoît, ils en parlent comme le militaire, Robocop qui avance toujours vers l'avant. Mais le niveau de dangerosité de son sol, euh, c'est un vrai sol de Jujutsuka, c'est-à-dire qu'il renverse, tu vois. Là, tu sais, en ce moment, je fais une étude qui est totalement personnelle de ma part. Je regarde un petit peu les combattants de très haut niveau, les top 5, top 10 de chaque KT, quand ils sont confrontés à une demi-garde, une garde fermée. Et j'essaie d'isoler ces mouvements, d'analyser et de voir les choix qu'ils font. Et sans trahir pour l'instant le secret de mon étude qui n'est pas terminée, je me rends compte que beaucoup d'entre eux font du scramble. Des fois, ça leur fait donner le dos, des fois, ils roulent. Il y a des protocoles qui sont mis en place qui dépendent beaucoup du camp d'entraînement et du head coach. Mais lui, Benoît, le truc qu'il y a, c'est que un mec qui va provoquer un scramble pour essayer de se remettre debout, il va reset la position, point barre. Là où c'est un boucan, Benoît Saint-Denis, c'est qu'il cherche le renversement. Il ne cherche pas à créer l'espace, tu vois. Il cherche la finalisation ou le renversement sur son sol. Et du coup, ça te laisse peu de répit. Et en plus, tu as fait un takedown qui est énergivore ou tu as contré un takedown qui est énergivore et le sweep va te mettre dans une position merdique où tu dois ensuite protéger ton intégrité physique et toi-même soit provoquer un scramble ou renverser. C'est là qu'il est fort Ouais. et c'est là que c'est un boucan et c'est là que je suis très surpris de ne pas entendre plus de gens qui mettent en avant ce niveau de sol parce qu'il est très fort, vraiment. Il a un En- sol en- très très haut niveau. Mais en fait, c'est parce que ce qui marque les esprits de la masse, et on en a parlé encore récemment avec Brian, c'est la masse des fans de MMA sont concentrés sur l'aspect violence, l'aspect KO, l'aspect coup de coude, l'aspect sang. Quand il y a des belles soumissions aussi, le côté sweep, renversement, ouais, ça veut dire la même chose, passage de garde, etc. Les petits détails au sol qui n'amènent pas à la soumission directement ou qui n'amènent pas au grand endpoint directement ou qui ne sont pas des KO, ça attire un peu moins et donc on fait moins attention à ça. Et quand tu écoutes parler la masse générale, on va plus se concentrer effectivement sur le côté guerrier de Benoît Saint-Denis et tout ce qu'il a pu faire debout dans la cage, alors que les moments éphémères, parce que
n'a pas passé beaucoup de temps au sol comparativement à ce qu'il a passé debout dans la cage de l'UFC. Ces petits moments éphémères qui sont absolument incroyables de la part de Benoît, on les retient moins que ce qu'il a pu montrer debout. Et à la limite, tant mieux. À la limite, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on va continuer à sous-estimer son sol. Et c'est là où il va pouvoir continuer à surprendre des gens, potentiellement Dustin Poirier ici. Donc, et moi, il y a un truc que j'aime bien là-dedans, c'est que Benoît Saint-Denis, c'est vraiment ça sa définition, c'est qu'il a un mental, il a un menton, il a une capacité à travailler dans la fatigue de par son passif et de par sa préparation tout simplement. Mais en plus de ça, il est incroyablement compétent et intelligent. Il comprend ce sport. Il comprend vraiment ce sport. Et ça fait vraiment un mélange qui est très compliqué à gérer, peu importe le profil de l'adversaire. Il va tomber sur quelqu'un de calculateur et mesuré, il va pouvoir lui faire mal avec son agressivité. Il va tomber sur quelqu'un comme Dustin Poirier qui est capable d'aller à la guerre, il va pouvoir le surprendre avec du chaos contrôlé. Et je le pense vraiment. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'au final, te préparer pour un combat mesuré, je ne vais pas dire que c'est facile, mais tu sais comment le faire. Voilà, tu vas contrôler tes mouvements, tu vas contrôler tes techniques, tu vas contrôler tes déplacements. C'est beaucoup plus compliqué de te préparer pour une guerre, parce que si tu te prépares pour une guerre et que tu fais que des sparring hardcore, bah, tu vas annuler ton combat ou tu vas rentrer dans ton combat avec une commotion. Donc il y a vraiment ça qui est très intéressant dans cette préparation et dans ce training camp, c'est que le challenge de Daniel Warin, c'est de venir avec des techniques comme il a l'habitude de faire. Il vient toujours avec des très bonnes techniques bien réfléchies pour ses combattants, mais en plus de ça, être capable de réaliser ces techniques dans une structure de combat qui est chaotique. Et ça, c'est compliqué parce qu'en général, tu as l'adrénaline qui prend le dessus, donc c'est ton instinct qui prend le dessus, ce qui signifie que tu dois faire en sorte que les techniques que tu as travaillées sortent instinctivement avec une qualité technique. Et ça, c'est tout le challenge, selon moi, de Daniel Warin et Benoît Saint-Denis et toute l'équipe. On ne va pas oublier de citer tout le reste qui est autour de Benoît Saint-Denis pour ce camp d'entraînement. Ouais, j'aime bien ta synthèse. Et pour terminer ça, je pense qu'il faut vraiment faire un camp où Benoît est à l'aise et n'a pas peur d'aller même sur le dos, tu vois. Parce que comme on l'a dit précédemment, Benoît, c'est pas un lutteur de formation, même si je trouve son timing excellent et qu'il est pour moi en termes de timing parmi les meilleurs de la division. Je pense que si le takedown ne passe pas, au lieu de se retrouver à quatre pattes sur un bras-tête, il faut recomposer, travailler d'en dessous. Et avec un boulot comme ça, il peut vraiment avoir Dustin à l'usure. Parce que je pense qu'au sol, moi je mets une petite étoile de plus à Benoît sur le sol. Même sur les travails de garde ouverte et tout, je pense vraiment que le rythme qu'il met, la façon de renverser et tout, ça peut user Dustin Poirier. Même s'il a un sol très abouti. Physiquement et mentalement. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que te faire sweep, on n'en a pas parlé, mais dans un combat de MMA, te faire sweep mentalement, que c'est compliqué. Ouais, parce que tu es là à te dire, ok, j'ai fait mon effort pour l'amener au sol, parce que réussir une amenée au sol à haut niveau en MMA, c'est un gros élément quand même. Et donc tu arrives au sol, tu dis, ouais, c'est bon, je suis dans une position confortable. Te faire sweep, et pour prendre l'exemple de Frévolas, te faire sweep après à peine quelques secondes, mentalement, c'est difficile. Tu dis, c'est moi qui ai travaillé la lutte offensive, c'est moi qui ai dépensé de l'énergie pour l'amener au sol, pour pouvoir profiter de créer un schéma offensif au sol. Et non, quelques secondes après, c'est toi qui es sur ton dos. Ouais, mentalement, c'est difficile de revenir de ça et il faut vraiment une concentration de malade pour essayer de recapitaliser et remettre le combat à son avantage à partir de là. Écoute, je pense qu'on a fait un excellent tour de la question de comment se préparer à une guerre contre Dustin Poirier et d'en sortir victorieux. Je pense que pour faire une petite synthèse, on va quand même dire qu'on est conscient que tous les deux peuvent gagner de n'importe quelle manière dans ce combat. Je pense qu'au cours du podcast, on a donné un avantage à Benoît Saint-Denis, ce qui reflète les codes de Paris à l'international. Donc, je me sens bien dans cette position-là. Et je pense que c'était un échange qui était très intéressant parce que c'est pas le genre de training camp face auquel que tu travailles en tout cas fréquemment. C'est plutôt rare de se dire ok, je vais devoir travailler pour avoir du contrôle dans des situations bordéliques et j'étais très intéressé d'avoir ton avis et je suis très content d'avoir pu poser une multitude de questions et manger absolument toutes les informations que tu as pu nous donner aujourd'hui. Donc Aldric, un tout grand merci pour ça. Merci à tous, bravo pour votre demande là-dessus. Je suis vraiment content que les gens sortent un peu de ces schémas. Et puis voilà, et à très vite. Mon Chris, c'est un plaisir d'avoir fait cette heure avec toi. Merci, ciao ciao. Bon, ça a bien fini.